Ben, en fait, il y a plusieurs personnes et plusieurs auteurs qui m'ont orienté ou influencé dans mes études. La première personne, c'est vraiment Rodolphe de Coninck. Rodolphe de Coninck est devenu mon ami quand on avait 15 ans et il m'a introduit dans un milieu que je connaissais absolument pas, c'est-à-dire le milieu de ce qu'on pourrait appeler les dirigeants du Québec de l'époque, au moins du point de vue intellectuel, hein. Je passais des heures chez lui, supposément à étudier, mais en fait à rire énormément. Et je me suis retrouvé dans un monde qui était absolument pas le mien, où on disait: «Ah oui, monseigneur Parent vient manger ce soir. Est-ce qu'on sort un Saint-Émilion ou un Châteauneuf-du-Pape?» OK, qu'est-ce que c'est? Mais donc, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Et ça m'a ouvert l'esprit beaucoup. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis dirigé par la suite vers les sciences sociales plutôt que vers l'ingénierie ou des trucs du genre. Donc ça, c'est une première influence. On a travaillé ensemble, on a énormément étudié ensemble. Il n'était pas très bon en maths et en sciences, donc je l'ai aidé pour qu'il passe le bac en maths et en sciences. Moi, c'était ça mes matières fortes. Rodolphe. Ensuite, il y a un ami à UBC, celui qui me payait des repas, parce que je n'avais pas un sou, et qui, lui, était en littérature anglaise, mais il avait une large culture. Et ça a été intéressant aussi pour moi parce que ça m'a ouvert à des aspects disons, du monde académique que je ne connaissais pas. Ensuite, il y a Harvey Feidt, que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et les discussions que j'ai eues avec lui m'ont beaucoup ouvert. J'ai lu The Myth of the Machine de Mumford sous son conseil, que je n'ai pas vraiment utilisé, mais qui est quand même assez intéressant. Ce sont ces gens-là qui m'ont beaucoup influencé. Michael Ames, mon prof à UBC, qui est vraiment celui dans le milieu académique comme prof qui m'a le plus influencé. Je dirais aussi Fernand Dumont jusqu'à un certain point et Gérald Fortin qui était prof à l'Université Laval. Donc, c'est les gens qui m'ont le plus influencé directement. Du point de vue des auteurs, ben, il y a Marx. J'ai lu à peu près tout ce que Marx a écrit, peut-être pas tout, mais beaucoup. Ça a été une inspiration pendant assez longtemps. Des auteurs qui se sont, disons, des auteurs marxistes aussi, mais aucun qui a laissé sa marque autant que Marx. Gramsci, que j'ai trouvé intéressant. Lénine sur certains points, mais je le trouve trop politique et trop polémique. Moins, disons, analytique que d'autres. Donc ça, c'est mes influences du point de vue du marxisme. Mais après ça, il y a eu tous ces auteurs qui ont été influencés par le marxisme et qui en ont fait autre chose. Bon, il y en a un que j'ai oublié, c'est Max Weber, que je trouve génial. À chaque fois que je lis ce que Weber a fait, je trouve ça particulièrement intéressant. Et ce que j'ai retenu de Weber beaucoup, c'est les analyses historiques à long terme. Et, par exemple, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Et la profondeur de l'analyse fondée sur des théories que je trouve encore actuelles. Donc Weber, pour moi, surtout avec Marx, je trouve que c'est vraiment un fondement extrêmement important pour comprendre même la société actuelle. Pour en revenir aux auteurs qui m'ont le plus influencé, Foucault, Bourdieu, et je dois dire que c'est mes étudiants qui m'ont fait découvrir Foucault et Bourdieu. Et en fait, c'est le même étudiant, c'est Mauro Perricini, qui maintenant travaille au musée à Ottawa, et qui m'a dit: tu devrais lire Bourdieu, tu devrais lire Foucault. Et j'ai lu les deux, et c'est des auteurs qui m'ont marqué beaucoup. Probablement plus Bourdieu que Foucault, bien que je trouve que chez Bourdieu, il y a quand même
il y a des problèmes. C'est-à-dire, ce que je trouve intéressant chez Bourdieu, c'est son idée de structure structurante, donc l'habitus, que je trouve intéressant, l'incorporation des conditions matérielles qui sont au fondement de l'habitus, et le fait que les structures sont toujours en changement. Il y a un aspect chez Bourdieu plus structuraliste où les structures demeurent. Et ça, des fois, ça m'embête un peu, mais il y a aussi l'autre aspect qui dit que les structures changent. Les structures ne sont jamais reproduites exactement à l'identique. Et ça, je trouve que c'est intéressant dans la théorie de Bourdieu. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est son engagement, surtout à la fin de sa vie, dans toutes sortes de questions, d'énonciations du système d'éducation, mais aussi l'énonciation du néolibéralisme que je trouve intéressant. Foucault, c'est autre chose. Bourdieu a fait beaucoup de recherches empiriques. Et ça, je trouve ça intéressant. Foucault ne fait pas de recherche empirique, c'est un philosophe. Et donc, je trouve des fois Foucault, comme beaucoup de philosophes, décolle un peu. C'est-à-dire qu'il part de quelque chose et il se retrouve à un endroit et je ne vois pas pourquoi. Lévi-Strauss aussi, pour moi, fait ça. Donc, le raisonnement, me semble-t-il, ne mène pas à la conclusion tout le temps. Par contre, il y a des points extrêmement importants chez Foucault. Les structures de contrôle, le mode d'assujettissement, l'asile, la prison comme institution totalitaire. Les modes de contrôle de soi, de discipline de soi, que je trouve extrêmement intéressant par rapport au Japon, par exemple. Je trouve que le Japon est un exemple frappant de l'application des théories de Foucault. Même si ce n'est pas ce qu'on a fait, c'est vraiment très clair et ça s'applique très bien. Encore une fois, Foucault, mon problème, c'est quand il décolle. Je veux dire, je trouve ce qu'il écrit sur le pouvoir extrêmement intéressant. Mais la gouvernance, la gouvernementalité, quelquefois, je trouve que c'est un peu exagéré, surtout gouvernementalité, là. Mais quand même, c'est un auteur extrêmement important et qui m'a beaucoup influencé. Il y a des auteurs plus anciens. J'ai toujours aimé ce que Julian Stewart écrivait, par exemple. Julian Stewart, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il a maintenu les études sur les transformations sociales dans une époque où on insistait sur la stabilité, ou sur la structure, l'organisation, n'importe quoi. C'est-à-dire que les changements étaient vus comme secondaires par rapport à une structure qui était permanente, finalement. Et Julian Stewart a échappé à ça, et je trouve ça extrêmement intéressant. Et ce qu'il a développé comme modèle, en fait, il appelait ça un modèle heuristique, qui était inspiré de Marx, finalement, où il parlait finalement de la base économique comme fondement de la société, mais pas ontologiquement, comme Marx avait fait, mais heuristiquement, je trouvais ça intéressant aussi. Présentement, je ne pense pas que l'économique est à la base des sociétés. Ma vision du monde social et culturel, parce que, je veux dire, les mots, quelquefois, je veux dire, ils ont une connotation qui ne sont pas celles que j'aimerais avoir, mais en tout cas, on va parler du monde socioculturel. Ma vision, c'est que, finalement, c'est un ensemble d'éléments interreliés. Et c'est l'interrelation qui est importante. Peut-être que je viens ça de Lévi-Strauss, je ne sais pas. C'est l'interrelation qui est importante, plus que les éléments eux-mêmes. Et l'interrelation est toujours en mouvement. Et il n'y a pas de facteur premier ou de cause première à l'intérieur de ça. C'est-à-dire, le matériel n'est pas plus cause première que l'idéal ou l'idéologique ou le mental. Tout est toujours interrelié. Il y a toujours du mental dans tout, mais il y a toujours du matériel dans tout. Et les sociétés se sont développées en développant, parce que Bourdieu appelait des champs ou des secteurs particuliers d'activité, que ce soit l'économie de marché, l'État, le politique, des doctrines, etc. Mais tout ça est toujours interrelié. Il n'y a pas de cause première là-dedans. Et c'est à partir de ça que je me suis éloigné de Marx. Ce que je trouve intéressant chez Marx, c'est quand il s'éloigne lui-même de ça. Ses études historiques, le troisième livre du Capital, où il analyse, par exemple, les causes des crises, c'est extrêmement intéressant, mais c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on a fait du marxisme.
Et ce que Marx a déjà écrit aussi, il a déjà écrit il y a déjà dans ses écrits des formules extrêmement simplistes, mais il a une pensée complexe que l'on retrouve à différents endroits. Et donc, je me suis éloigné de Marx à partir de ça. Il y a un autre auteur que j'ai trouvé extrêmement important, c'est Edgar Morin. Euh, Edgar Morin, on ne l'utilise pas beaucoup parce qu'il n'est pas facile à utiliser, mais je trouve que c'est un des penseurs les plus originaux des 50 dernières années. Et un des points que je trouve intéressant chez Edgar Morin, c'est son intérêt pour les sciences dures, c'est-à-dire en particulier euh, la physique contemporaine. Malgré mes études en sciences sociales, j'ai toujours gardé un intérêt pour les développements en physique et en chimie, mais pas beaucoup en biologie, ça m'intéresse moins. Et le fait d'utiliser, de montrer comment il y a une continuité entre le monde physique et le monde biologique et le monde humain. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et je trouve que les trucs de Chapin entrent un peu là-dedans, même s'il ne connaît pas Edgar Morin. C'est-à-dire, c'est vraiment la continuité entre le biologique et le social, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y a des modes de compréhension des transformations physiques, en particulier les théories des bifurcations, théories des catastrophes, qui sont extrêmement intéressantes pour nous aussi en sciences sociales. Il ne s'agit pas de prendre ça comme un modèle à appliquer de façon mécanique, mais je pense qu'on peut s'inspirer de certaines de ces choses-là pour comprendre, c'est-à-dire pour se donner des moyens de comprendre ce qui se passe dans le monde social et le monde culturel. Donc, Edgar Morin, la pensée complexe, je trouve ça extrêmement intéressant, justement pour sa complexité. Et ça, c'est un des points sur lequel j'aimerais revenir. Moi, ce qui m'intéresse dans la réalité humaine, c'est des trucs complexes. Plus c'est complexe, plus c'est intéressant. Plus c'est simpliste, moins ça a d'intérêt. Plus les théories sont simplistes, moins pour moi ça a d'intérêt. C'est-à-dire, c'est les théories qui essayent de combiner différents éléments dans des espèces de configurations que c'est ces théories-là que je trouve intéressantes. Et je vois le monde social comme un ensemble de configurations. Et des configurations qui sont partiellement organisées, partiellement désorganisées, partiellement structurées, donc qui ont une certaine pérennité, mais partiellement en transformation tout le temps. Et c'est ma vision du monde social, c'est celle que j'essaie d'appliquer à différentes questions, différents domaines, différents problèmes. J'y arrive plus ou moins bien. Comme probablement la plupart d'entre nous, j'ai des projets. Et là, je me dis, j'ai tout ça qu'il faut que je mette ensemble. Et on arrive à la fin, puis c'est pas ça qu'on a fait. Le seul article que je trouve qui s'approche de ça, c'est mon article sur le nationalisme que j'ai fait dans les années 80. Et bizarrement, qui recoupe beaucoup de choses que Benedict Anderson a dit dans Imagine Communities, alors que ça a été publié la même année. Donc, je n'avais pas pu le lire et tout. Mais c'est un des articles où j'ai pu mettre ensemble le plus de choses. Je le referai peut-être pas exactement comme ça, ou en tout cas, il y a des mots que je n'utiliserai pas, parce qu'il y avait encore l'influence du marxisme le plus orthodoxe dedans. Mais je veux dire, je pense que pour moi, c'est l'article le plus complet que j'ai écrit, ou c'est l'écrit le plus complet, indépendamment des livres de 450 pages que j'ai fait. C'est-à-dire que c'est vraiment l'article dont je suis le plus fier, parce que c'est celui qui s'approche le plus de la vision que je me donne du social, finalement. Et j'ai déjà dit à quelqu'un, en fait, la peinture m'influence parce que la peinture, c'est des configurations, et c'est ça que je vois dans le social. Ça a l'air un peu fou, peut-être, mais je vois le monde en configuration. Et plus elles sont compliquées, mieux c'est. Et c'est pour ça que les mémoires de maîtrise que je préfère, c'est les mémoires de maîtrise où on essaye de mettre ensemble 4 ou 5 trucs. Et ça, je veux dire, moi, ça me fait extrêmement plaisir. Il y en a deux mémoires que je vais citer parce que je trouve qu'ils étaient particulièrement intéressants. Un, c'était sur les transformations écologiques au Rajasthan,
mais comment ces transformations-là ont été influencées par les politiques du gouvernement indien et comment elles ont affecté les relations de genre. Donc, il y a à la fois développement, écologie et relations de genre. Et c'était génial comme analyse, c'est-à-dire extrêmement bien fait, avec un cadre théorique complexe. Et elle s'appelle Karine Gagné, c'est une étudiante de Karine Bates. Et c'était vraiment, je pense que c'est un des 2 ou 3 meilleurs euh, mémoires ou thèses que j'ai lus dans mes 45 ans ici au département. L'autre, c'était sur une mine qui devait s'ouvrir, mais qui n'a finalement pas été ouverte, mais c'était le projet d'ouverture de mine au Chili par une compagnie minière canadienne, Baring Gold. Et c'était la façon dont la compagnie jouait sur l'organisation locale et les divisions locales pour avoir un appui et avoir un appui du gouvernement dans l'ouverture de la mine, parce qu'il y avait une contestation. Et ce qui était intéressant, c'était que il y avait une anthropologue qui travaillait pour Baring Gold. Et l'anthropologue avait réussi à faire accepter par le gouvernement chilien de nommer une partie de la population locale comme une population autochtone, alors qu'ils sont tous des autochtones, et de leur donner les droits sur l'eau dans ce territoire-là. Alors que l'eau, eux, ils ne l'utilisaient pas, c'était des sous-prolétaires plus ou moins. Ceux qui utilisaient l'eau, c'était les paysans, les agriculteurs. Or, eux n'ont pas été reconnus comme indigènes, donc ils n'avaient pas le droit sur l'eau. Et évidemment, les autres qui ne faisaient pas d'agriculture, qui n'en avaient rien à faire de l'eau, ont vendu les droits à la mine. Évidemment, il y avait d'autres intérêts. Il y avait la ville à côté qui espérait avoir une augmentation du commerce et des ventes dans la ville. Et il y avait aussi la mine qui avait construit un centre sportif dans la ville pour avoir l'appui de la mairie et tout. C'était extrêmement intéressant. C'est Christina Campisi qui, par la suite, a commencé un doctorat à Chicago, mais qui a laissé à cause vraiment c'est complètement fou à Chicago. Je veux dire, on vous fait travailler 20 heures par jour. Et si vous ne le faites pas, vous êtes renvoyé. Elle a terminé tout ça, mais elle a fait une dépression. Mais donc, et c'était une personne géniale. C'est-à-dire, c'est dommage que... Et c'est une personne avec un parcours très intéressant parce qu'elle était danseuse de ballet au Grand Ballet canadien. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a eu une carrière et qui maintenant est prof de français dans une école secondaire en Ontario. Mais c'est une perte pour le monde académique, à mon avis. Mais évidemment, pour elle, c'est pas une perte, c'est sa vie. Mais c'était vraiment quelqu'un qui pouvait justement définir une réalité selon cette configuration-là d'éléments interreliés, conflictuels, mais aussi qui collaborent à certains moments. Et donc, c'est ma vision de la société et du social. Et encore une fois, je n'arrive pas toujours à la présenter comme je voudrais. Quand on finit, c'est jamais ce qu'on aurait voulu faire au début. Et évidemment, il y a un problème aussi que je mentionne toujours à mes étudiants. Si on pense aux configurations, on pense en éléments interreliés. Or, l'écriture est linéaire, les configurations ne le sont pas. Donc, il faut commencer quelque part et présenter selon en fait, un médium linéaire, ce qui ne l'est pas. Et Bourdieu a essayé de contourner ça en faisant des phrases d'une page. À mon avis, ça ne marche pas. D'autres ont essayé de contourner, comme Giddens, en faisant des petits schémas, mais les schémas ne sont jamais complets. Les schémas sont bidimensionnels, la réalité sociale est multidimensionnelle. Bourdieu a essayé de faire ça en faisant des tableaux bidimensionnels, mais en prenant dans la distinction, c'est-à-dire en prenant deux variables, ensuite prenant une de ces variables-là avec une autre, donc en essayant de mêler les variables, mais c'est toujours des tableaux à 2 dimensions. Et je ne vois pas trop de moyens. On n'a pas de moyen même de se représenter visuellement une réalité multidimensionnelle. Et à moins qu'on importe des schémas, des théories des cordes à 21 dimensions, mais disons que j'en suis pas encore là. Mais ça m'intéresse. C'est-à-dire, j'ai toujours cette idée qu'il y a de ces schémas-là qui pourraient peut-être nous être utiles si on savait comment les utiliser. Mais il faut dire, j'ai essayé de
j'ai essayé de me taper des textes de mathématiques fractales, par exemple. Regardez ça. Pourtant, mathématiques, j'étais bon, là, non, mais là, j'ai absolument rien compris. C'est un texte, justement, du frère de Rodolphe de Coninck, qui est mathématicien à l'Université Laval, et j'ai rien compris. Donc, je me suis dit, OK, contente-toi de ce que tu connais, de ce que tu peux comprendre. Mais donc, c'est un peu... et il y a vraiment une évolution de la pensée, mais où, disons, il y a des choses qui restent. Il me reste des trucs de Marx. Je veux dire, je pense que les analyses de Marx du fonctionnement du capitalisme comme système économique, il y a encore beaucoup de choses qui sont d'actualité. Et donc, je pense qu'on peut le reprendre. Et je pense que la crise de 2008, là, la crise du subprime aux États-Unis, est un exemple frappant des processus menant à la crise tels que Marx les avait décrits dans le troisième livre du Capital. OK, il y a ça. Weber, justement parce qu'il pense en termes de configuration et de configuration dynamique. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, ça demeure. J'ai mentionné Bourdieu-Foucault pour d'autres raisons, Edgar Morin. Donc, c'est plus ou moins ces auteurs-là qui m'ont influencé. Mais il y en a d'autres. Je trouve des trucs de Ortner intéressants. Mais encore là, je trouve que c'est plus, disons, dans des domaines précis. Augustin Berck, que je trouve génial, qui est un géographe, qui a écrit énormément sur le Japon, c'est un spécialiste du Japon, mais qui lit le chinois, le japonais, et je pense qu'il lit l'arabe aussi, qui connaît la philosophie occidentale, la philosophie chinoise. Je trouve ça, je comprends pas comment on peut avoir une connaissance aussi large de toutes sortes de domaines. Et je trouve qu'il a écrit un livre génial qui s'appelle Écoumène, Introduction à l'étude du milieu humain, que je trouve vraiment excellent du point de vue de l'analyse qu'on appelle écologique. Là. Il y a aussi je ne sais pas quel est je pense qu'il est géographe, mais je ne suis pas sûr. Celui qui écrit sur l'environnement en Angleterre, mais là, le nom m'échappe complètement. Oui, oui, c'est ça, que je trouve intéressant aussi, mais que je trouve à peu près impossible à appliquer, mais intéressant pour avoir des idées. Tout comme je trouve Berck me donne beaucoup d'idées dans la façon de voir les problèmes. Parce que lui voit vraiment l'interrelation entre le physique, qui est géographe, et la culture, si on veut. Il est plus culturaliste que moi. Moi, je ne me vois pas comme un culturaliste, mais je trouve ça extrêmement intéressant. Et il y a une anecdote de Berck que je trouve particulièrement drôle. C'est que... il se décrit de la façon dont je ne le vois pas, mais en tout cas, il est allé à un colloque d'architecture à Paris où un architecte disait qu'on pourrait bientôt faire de l'architecture dans l'espace, etc., etc. Et Berck dit, oui, mais il me semble l'architecture, il y a une base, il y a le terrain. Il se dit, comment il dit ça? En géographe à pied plat, il n'est pas juste géographe, je veux dire, il est philosophe aussi. J'ai dit, ils font une base. Et le monsieur a répondu, on en a fini avec la base. Donc, il paraît qu'on ne peut plus se fonder sur la base matérielle et même la terre. Quand on construit des édifices, on peut les construire dans l'espace. Mais en tout cas, Berck, je trouve que c'est un auteur intéressant. Il n'est pas très bon en conférence, mais ses livres sont vraiment très bons. Il en publie un par année. Donc, ça, c'est l'avantage d'être à l'École des hautes études en France, c'est qu'on a un séminaire à donner, et Augustin Berck donne son séminaire sur le livre qu'il est en train de préparer. Donc, c'est pas toujours extrêmement vivant parce qu'il pense en parlant, mais ses livres sont géniaux, excusez. Donc, c'est en gros les auteurs qui m'ont intéressé. Je discute beaucoup avec Bernard Chappet. C'est-à-dire, Chappet et moi, c'est la personne avec laquelle je discute le plus ici au département, et Marie-Pierre. Mais Chappet, c'est plus des questions théoriques et tout. Je discutais aussi beaucoup avec Normand Clermont avant, parce que Normand Clermont, moi, j'ai beaucoup été influencé par Prigogine et la remise en question le mot ne vient pas pour le moment, mais en tout cas, le fait que
on peut avoir une connaissance totale des choses. C'est-à-dire, il y a un mot pour ça, mais qui ne me vient pas pour le moment. Et Clermont et moi, je disais toujours, oui, mais les choses sont jamais exactement définies. Il y a toujours il y a toujours de l'incomplet, il y a toujours ce qu'on appelle le désordre en physique. Et lui disait non, et les choses sont organisées et il y a pas d'incertitude et tout. Et moi, je disais, il y a toujours de l'incertitude. Mais donc, c'est des discussions intéressantes que j'ai eues, même si on était en désaccord, hein. Et je me suis aperçu que j'apprenais plus avec des gens avec qui j'étais en désaccord que des gens avec qui j'étais d'accord, parce qu'en fait, on fait juste renforcer ce qu'on a déjà. Des gens avec qui on n'est pas d'accord, on est obligé de penser à des arguments. Et juste un dernier auteur qui m'a beaucoup influencé, mais négativement, c'est Louis Dumont. Je n'aime pas Louis Dumont, mais je lis Louis Dumont. Il me fait grincer les dents, mais il faut que je trouve une réponse à ce qu'il dit. Et donc, dans mon article sur le nationalisme, j'utilise Dumont, mais je critique fortement Dumont. Donc, Louis Dumont est un des auteurs qui m'ont forcé à penser à des choses. Je le trouve, c'est le structuraliste le plus complet, c'est-à-dire les choses ne peuvent pas bouger à moins d'avoir une force extérieure, ce que je trouve aberrant, mais il faut essayer de trouver des moyens justement de contrer Louis Dumont. Donc j'ai lu beaucoup de Louis Dumont, je n'aime pas Louis Dumont, mais il me force à penser. Et donc, pas de problème, je veux dire. Il me force à penser beaucoup plus que Lévi-Strauss, en fait, parce que peut-être parce qu'il s'intéresse à des questions qui sont proches de celles qui m'intéressent. Mais en tout cas, Louis Dumont est une autre influence, mais plutôt négative.